Voilà, hop. Donc, on va tout de suite commencer par le PPT, la présentation. Donc, on est 3 intervenants. Laurent, je te laisse présenter les… Je qu'on fait à 2 voix, 3 voix. Non, vas-y, tu fais ça très D'accord. bien, il n'y a pas de souci. Donc, je commence une petite introduction. Ensuite, nous allons avoir une intervenante d'un laboratoire. Donc, c'est Anne-Laure Guilherme. Et ensuite, on aura Laurent Briois. Voilà. Donc, on commence tout de suite parce que ça va aller très, très vite. Hop, donc je partage l'écran. Évidemment, ça ne marche pas. Ça marchait il y a 2 minutes. Partager, hop, voilà. Donc, vous avez les noms des 3 intervenants. Donc, l'idée dans cet atelier, c'est vraiment de vous inciter à constituer une équipe projet qui soit différente de l'équipe qui compose votre service, d'aller au-delà de votre structure. Donc, on vous conseille vraiment d'aller chercher des partenaires, de vous ouvrir à d'autres administrations ou d'autres partenaires même du privé ou les écoles. Donc, en fait, l'équipe projet, vous avez besoin de compétences différentes pour constituer votre équipe. Et dans certains cas, vous n'avez pas ces compétences en interne. Donc, il ne faut pas hésiter à démarcher. Et c'est important, évidemment, que tout le monde s'entende bien. Et donc, il faut également l'écrire. Qui fait quoi dans l'équipe projet? Parce que parfois, il y a des interprétations, il peut y avoir des incompréhensions. Donc, il faut écrire. Un tel va s'occuper de telle partie du projet, etc. Il faut essayer de l'écrire. Ça facilite le fonctionnement d'une équipe projet puisque, en général, vous êtes hors hiérarchie, hors lien hiérarchique. Mais n'hésitez pas à aller chercher des partenaires. Le partenaire, il peut intervenir de 2 façons, soit sur l'ensemble du projet, donc du début jusqu'à la fin, des conseils parce qu'il y a une charge de travail qui est quand même importante, soit juste sur une partie ou un aspect, en fonction de ses compétences. Donc, le partenaire, il peut être très bon en communication, en informatique, enfin voilà, ça dépend de ses compétences, qui peut intervenir une seule fois ou sur un moment très court de votre projet. À vous de le déterminer. Donc, il ne faut pas également hésiter à solliciter une personne extérieure au projet, qui ne participe pas, mais qui va pouvoir donner un avis en disant, pour moi, c'est compréhensible ou le projet correspond. Donc, n'hésitez pas aussi à associer différents profils. Donc, on va voir comment les mobiliser. Donc, pour mobiliser, vous avez les réseaux sociaux, vous avez LinkedIn. Hein, vous pouvez, alors les gens mettent en général leurs compétences, leur CV, etc., ou les actions qu'ils ont pu mener. Vous avez les emails, hein, si vous pouvez essayer du monde, le téléphone, le présentiel. Vous avez des gens autour de vous dans la structure, d'autres bureaux. Hein, donc, ça, il faut vraiment aller les chercher. N'hésitez pas. Alors, le tout, c'est d'adapter votre discours. Il va falloir le préparer. Parce que vous présentez une idée qui n'existe pas encore, c'est juste une idée. Vous pouvez dire que vous êtes lauréat du FIR, donc c'est quand même un argument. Ça veut dire qu'on vous fait confiance en tant que DGAFP, mais il faut quand même expliquer. Et expliquer son projet, ce n'est pas évident. Moi, j'ai travaillé avec des lauréats qui avaient du mal à expliquer leur démarche. Il faut vraiment un discours très court, mais qui soit suffisamment précis pour être compris par l'extérieur. Et ça, c'est un travail quand même de traduction, parce qu'en général, on parle avec son propre vocable, ses cycles, ses acronymes. Donc, il y a une petite… nous, on peut vous accompagner là-dessus. Il y a un discours un peu formaté qu'il faut apprendre, qu'il faut travailler. Il faut également convaincre votre partenaire, parce qu'il va travailler un peu gratuitement pour vous ou pas. Enfin, il vient collaborer une équipe projet. Donc, il faut aussi mettre en avant ses compétences, pourquoi vous l'avez choisi et pourquoi pour vous c'est important qu'ils viennent dans cette équipe projet. D'expérience, puisqu'on a quand même eu 210 lauréats, ils ne l'ont pas tous fait, les 3/4 des gens acceptent. Ils adorent participer à un nouveau projet. Alors, évidemment, la charge de travail souvent est sous-estimée, mais ils adorent participer de façon ponctuelle à un projet, travailler avec d'autres personnes. Souvent, vous avez des réponses positives. Nous, on peut venir aussi en soutien et essayer de les convaincre. En général, voilà, vous avez des réponses positives. Donc, je vais à l'autre slide. Vous avez une autre façon de mobiliser des partenaires, si vous n'arrivez pas à les identifier ou si vous avez eu des réponses négatives, c'est de faire un appel à volontariat. Donc, dans cette slide, vous voyez qu'on a pris un projet FIR. C'était un projet sur une communauté d'agents en situation de handicap. Ils avaient besoin
d'avoir des partenariats multiples, interministériels, interfonctions publiques. Donc, on a fait une affiche, ils ont fait une très belle affiche pour faire de l'appel à volontariat. On a diffusé cette affiche en tant que DGAFP sur tous nos réseaux professionnels, sur la lettre DRH, sur notre LinkedIn, Twitter, etc. Du coup, ils ont eu énormément de monde. Donc, c'est des bénévoles qui sont venus participer au projet. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas identifiés au préalable, mais du coup, qui se sont déclarés volontaires. Donc, ça a été grand succès. On l'a fait pour d'autres projets. Donc, si vous voulez faire un appel à volontariat, vous pouvez aussi passer par la DGAFP. Et du coup, on va vous trouver des partenaires. Donc, c'est des agents publics, souvent d'autres administrations qui sont intéressés par votre projet. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à aller chercher comme ça des partenaires. Il y a également les écoles de services publics. Donc, on ne voit pas très bien la carte, mais bon, voilà. Donc, il y a 5 IRA, ces instituts régionaux d'administration. Ce sont des élèves qui suivent une scolarité pour devenir attachés d'administration et souvent, dans le cadre de leur stage, ils sont intéressés pour participer à un projet FIR. Donc, ça, c'est fait. Ça s'est fait sur 3 années différentes, de façon très ponctuelle. Ils viennent en tant que jeunes ou nouvelle génération. Alors là, c'est un stéréotype, mais bon, on l'assume. Ils viennent apporter un peu leur contribution. Ils viennent travailler sur ce projet, un peu comme un TP. Et du coup, ils sont intéressés. Donc, ça peut vous faire une ressource supplémentaire, puisqu'en général, ils ont quand même un assez bon niveau, les élèves des IRA, pour rédiger ou pour apporter une analyse. Donc, ça s'est fait, l'association avec les IRA. Je vous conseille également d'aller voir dans les universités, de ne pas hésiter à démarcher, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par des projets FIR. Par exemple, on a eu le SDIS en Bretagne, enfin, c'était région Bretagne, enfin un département, qui s'est associé avec une école d'ingénieurs. Donc, au départ, c'était l'INSA, puis après, on a trouvé une autre école d'ingénieurs. Et du coup, les élèves ingénieurs ont développé un outil de pilotage, donc pour les pompiers, gratuitement, en association, dans le cadre d'un projet FIR. Donc, on pourra vous transmettre le partenariat à titre d'exemple. Et en fait, c'était gagnant-gagnant. Donc, eux ont été notés sur la conception de cet outil par leur professeur qui s'est engagé dans cette démarche. Ils nous ont fait une présentation des outils. Donc, il y avait plusieurs groupes d'ingénieurs. Et ensuite, le SDIS, donc le service de secours et d'incendie, départemental de secours et incendie, a réutilisé cet outil. Il a choisi l'outil qui correspondait le plus aux besoins. Donc, on peut s'associer à des universités, on peut s'associer à des écoles. Il faut vraiment aller chercher des ressources en dehors de votre structure. C'est vraiment le mot que je voudrais faire passer, parce que le message que je voudrais faire passer, parce qu'on a tendance à être très classique et à rester dans sa structure et à travailler juste avec le collègue d'à côté. Il ne faut pas hésiter. Et nous, on fait l'intermédiaire. Moi, j'arrive régulièrement à convaincre des étudiants. Il y a des étudiants en master de management, il y a des ingénieurs, c'est tout ce qui est outils informatiques. Et eux, ils aiment bien, en fait. Ils aiment bien faire de la programmation, etc. Même gratuitement. Ça les valorise dans le cadre de leur scolarité d'avoir travaillé avec un ministère ou une administration. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment… en général, on a des retours positifs. Et le partenaire aujourd'hui qui est mis à votre disposition, c'est l'ensemble des laboratoires d'innovation publique sur le territoire. Vous avez une carte avec tous les laboratoires. Aujourd'hui, on a fait un partenariat avec la DTP et Camille Rouge, qui n'est pas présente, mais qui, à mon avis, est entièrement d'accord, propose de mettre à disposition des laboratoires d'innovation, donc tous ces laboratoires qui sont pilotés par la DTP, pour accompagner les projets FIR. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous situés, voilà, il faut voir, on peut le faire à distance, et eux, ils vont vous aider. Donc, vous avez la DGAFP, les PFRH, les laboratoires d'innovation, et Marine, tout à l'heure, qui fait partie du laboratoire Fabrique RH, vous a un peu expliqué sa méthode. Donc, vous êtes accompagné quand vous êtes lauréat, et n'hésitez pas à solliciter ces ressources. Donc, je vais donner la parole à Anne-Laure Guilherme, qui, du coup, travaille dans un laboratoire d'innovation, qui va vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Voilà, hop. Okay. Alors. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et l'introduction. En effet, donc nous, Étaline, c'est le laboratoire d'innovation publique de l'État en région Pays de la Loire. Donc, on fait partie du réseau qui est en lien avec la DITP, mais nous, voilà, on dépend du préfet de région Pays de la Loire. On ne dépend pas de la DITP. Donc, qu'est-ce que Étaline ? C'est, donc, comme je disais, c'est un laboratoire… Leïla, c'est toi qui passes les slides ou c'est… Oui.
Hop. C'est un laboratoire d'innovation publique qui est né en 2016-2017. L'ambition du gouvernement à l'époque, c'était de mettre en place donc des labs dans les régions pour accompagner les services de l'État en région dans leur transformation de manière large. Donc, Etaline s'est créé comme la plupart des labs à cette période-là. Donc, ça fait 4-5 ans maintenant. Et donc, on accompagne schématiquement les services de l'État en région via 3 axes. Donc, la transformation numérique, la transformation managériale et la transformation des méthodes. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la transformation des méthodes? Vous allez le voir plus tard, on met tout ce qui est participation, à la fois des usagers, mais aussi des agents dans la co-construction de solutions au sens très large, hein, qui peuvent être une nouvelle direction, un nouvel organigramme, une nouvelle signalétique, un nouveau service numérique, enfin, peu importe. On fait avec, on fait pour, mais on fait avec. Donc, voilà, sur l'axe transformation managériale, je sais que vous travaillez beaucoup, vous avez entendu parler des PFRH et Leïla disait n'hésitez pas à vous rapprocher des PFRH. Nous, c'est vraiment le lab. On est sur ces 3 axes numériques, managérial et transfo des méthodes. Et sur l'axe transformation managériale, c'est bien la PFRH chez nous qui est aux manettes. Donc, c'est un tout. Et donc, voilà. Donc, sur la slide suivante, en effet, vous avez l'équipe du lab. Alors, on peut paraître nombreux, mais on n'est pas tous, je vous rassure, à 100% sur ces missions. Voilà, donc on est avec mon collègue qui est chargé de mission de transformation numérique et moi-même, on est un petit peu en binôme sur l'innovation, puisque voilà, le numérique et le méthodologique vont souvent de pair. Et on a une équipe de designers. Donc, la particularité en fait de notre lab, c'est vraiment la particularité du lab Pays de la Loire, c'est qu'on a internalisé des designers de services, donc je pourrais présenter ce que c'est juste après, mais voilà, on a fait le choix, plutôt que d'avoir recours tout le temps à des prestataires externes, et qu'on a aussi l'école de design à Nantes, c'est non négligeable comme détail, de pouvoir internaliser cette ressource. Donc, c'est des anciens stagiaires ou apprentis. On a 2 apprentis, et donc Sophia et Elisa qui étaient stagiaires et qui sont maintenant contractuels. Voilà, qui sont chez nous. Et donc, l'équipe est complétée par les collègues de la PFRH principalement, qui, eux, sont vraiment experts formation innovante, facilitation, lean, voilà, sur l'axe aussi qui vous concerne le plus, l'axe RH, quoi, transfo RH. Mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on est une équipe pluridisciplinaire, et on travaille en lien toujours sur ces 3 pieds que sont le numérique, le méthodo et la transformation managériale. Voilà, donc comme je disais, on a fait le choix d'avoir un focus vraiment au sein du lab sur l'accompagnement en matière de design de service. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà, moi, je ne suis pas designer, mais je pense que je vais en parler. Mais qu'est-ce que c'est le design? C'est une méthodologie de résolution de problèmes qui part de l'utilisateur au sens large. Donc, pour nous, c'est l'agent public et l'usager. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait en associant toutes les parties prenantes. Il y a 5 étapes dans le processus de design. Il y a une phase, des étapes qui sont, on va dire, obligatoires. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'impasse, on ne prend pas un projet, on n'essaie pas de prendre un projet en plein milieu. Chaque étape est nécessaire pour la totalité de la démarche. Donc, on a une phase d'immersion. Voilà, les designers, enfin, ils vont sur le terrain, ils étudient les usages, comment, je vais prendre un exemple, mais on l'a fait à l'accueil à la préfecture, comment les usagers circulent, quel est le flux de circulation, comment les agents rendent le service, comment ils donnent les informations, comment elles sont reçues, qu'est-ce qui manque. On repère les irritants. Voilà, cette phase d'immersion sur le terrain permet de faire remonter tout ce qui ne va pas. Et ensuite, on a une phase de co-création. Donc là, en fonction de la première phase, globalement via des ateliers souvent collaboratifs que vous connaissez bien, on essaye de construire des premières pistes de solutions qu'on prototype vite, c'est-à-dire voilà, on essaye de faire rapidement des premières solutions, que ce soit des solutions physiques avec du bois, des maquettes, ou alors des écrans si c'est une solution numérique. Mais l'idée, c'est d'aller vite sur des premiers exemples pour ne pas dépenser d'argent et pour pouvoir tester
tout de suite avec les personnes qu'on a vues au début dans la phase d'immersion et qui ont participé aux ateliers. Donc, et après, on a une évaluation qui fait qu'au fil de l'eau, on va voir si ça marche, on va réajuster, on va retourner vers le public pour voir si ça marche, on va réajuster et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est le design de service. J'insiste dessus parce que c'est vraiment un choix qu'on a fait en interne, parce qu'on est convaincu et l'expérience a prouvé que c'est une méthodologie qui fonctionne en matière de résolution de problèmes. Donc voilà, slide suivante pour montrer que donc Étaline, comme je vous disais, c'est une équipe, mais on est aussi un lieu. Donc je parle pour les gens qui sont surtout à Nantes, mais dans le coin. Voilà, on a, comme vous voyez sur les images, on a un espace à la préfecture qu'on vient d'inaugurer, qu'on vient de réaménager. Avec tout est modulable, on peut accueillir des séances de créativité. Voilà, donc c'est un espace qui est à disposition principalement des services de l'État, mais on peut voir potentiellement pour l'ouvrir. Mais voilà, notre cœur de cible, c'est les services de l'État en région Pays de la Loire. Donc ça, c'est le lab, le lieu. Ça, après, rapidement, c'est sur les projets. Je ne vais pas m'étendre, mais pour vous dire qu'on s'inscrit dans un objectif de transformation au niveau régional, qu'on a appelé CAP 2030, mais qui est construit autour des 3 axes que j'ai précités, donc la transformation numérique, managériale et des méthodes de travail. Donc nous, tout ce qu'on accompagne comme projet, en fait, on les fait entrer dans ces 3 axes-là. Et c'est vraiment notre feuille de route et voilà, c'est assez englobant évidemment pour inclure et induire plein de projets, mais c'est notre feuille de route régionale et on ne va pas accompagner trop des projets hors. Mais bon, là, on est dans le FIRH, c'est vraiment la transformation managériale, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Après, des exemples de projets qu'on a pu accompagner, notamment avec une démarche design pour vous montrer un petit peu, pour vous donner à voir. Voilà, vous avez sur la première image l'accueil à la préfecture donc, et le commissariat, qui sont 2 démarches qu'on a menées avec les usagers et les agents d'accueil, puisqu'il y avait des problématiques différentes sur les lieux, mais soit de flux de circulation, d'informations qui étaient uniquement en langue en français. Donc, on a construit à la préfecture une signalétique, ça a été fait en interne par une Sophia qui est chez nous, qui est architecte d'intérieur et donc qui a pu prototyper une nouvelle signalétique avec un code couleur, du français, de l'anglais, de l'arabe, du braille, une signalétique pour les personnes malvoyantes. Voilà, on a essayé de faire quelque chose d'inclusif et on mène ce type de travaux dans d'autres espaces d'accueil du public. Voilà pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire. On accompagne aussi sur des politiques publiques pure, on va dire. Alors c'est un exemple France Service qui est comment on fait de la participation citoyenne et participation des usagers pour améliorer des offres de services dans ces espaces. Smart, c'était pour vous donner à voir un autre exemple, mais qui vous concerne moins, qui est sur l'appui en matière de projets numériques, sur comment on repense des interfaces des sites internet ou des applications en prenant en compte comment les gens les utilisent ou ne les utilisent pas d'ailleurs. Voilà, on peut avoir ce type de réflexion et ce type d'appui. Et enfin, on peut également, c'est la slide suivante, accompagner donc je vais terminer par ce qui vous intéresse le plus sur les réorganisations, mais on a aussi une possibilité d'avoir un appui graphique. Alors ça, bon, ça marche beaucoup parce que voilà, les services de l'État, parfois, ont beaucoup de documents pas forcément digestes et on essaye à la fois d'avoir un travail sur comment ces documents sont reçus par les usagers, les citoyens, comment ils sont compris, pas compris, comment on peut simplifier l'information, la rendre plus lisible. Voilà, on fait un travail là-dessus. Et enfin, on accompagne aussi tout ce qui est réorganisation de l'État. Et donc, on travaille évidemment avec, comme je disais, toutes les parties prenantes pour que les réformes soient mieux acceptées, dans le sens où on s'est rendu compte que, évidemment, quand les agents participaient dès le début à la création du micro-organigramme, macro-organigramme, aux ateliers, aux projets de service, et en termes d'acceptabilité, bon, on n'y arrive pas toujours, hein, mais en termes d'acceptabilité, c'est
c'est toujours un petit peu plus facile. Voilà, donc là, très schématiquement, c'est ce que je voulais vous dire. Donc nous, on est un lab donc en Pays de la Loire. Il y a d'autres labs, comme le disait Leïla, dans quasiment toutes les régions. Il y a eu une première vague historique de labs qui se sont créés en 2016-2017. Et là, grâce à la ministre Amélie de Montchalin, il y a eu du financement pour les labs qui n'existaient pas encore. Donc voilà, Grand Est, par exemple, il n'y avait pas de lab, ils sont en train de monter leur lab. Bourgogne-Franche-Comté aussi. Voilà, donc c'est un mouvement qui est en marche, hein, si je peux dire, m'exprimer ainsi à quelques mois des élections. Mais voilà, on est au service principalement, j'ai quand même envie de dire aujourd'hui, parce que des services de l'État en région. Après, à voir comment on peut collaborer si c'est des collectivités, mais c'est important quand même de préciser que c'est un portage du préfet de région. Donc aujourd'hui, c'est mon préfet de région qui pilote, on va dire, le lab, et après, on agit pour des prestataires, soit on internalise, soit on externalise. On travaille, on a évidemment un réseau de partenaires, de prestataires très large qui vont de designers évidemment, mais aussi de facilitateurs, de coachs. Les collègues de la PFRH connaissent plein de coachs. Et donc, on a aussi un réseau évidemment de prestataires qu'on peut faire intervenir moyennant avoir financement. Mais voilà, c'était pour vous présenter rapidement. Voilà. Est-ce que, je ne sais pas comment tu as prévu d'avoir des questions, non? Je sais qu'il y a une question là, mais... Oui, il y avait une question, si je peux la retraduire, ou peut-être que monsieur ou madame Berton peut la poser directement. C'est sur la question de à quel lab on doit faire appel. Est-ce qu'il y a une démarcation régionale, si j'ai bien compris, c'est-à-dire si on est en région Pays de la Loire, Oui, est-ce qu'on doit faire exactement. appel au lab Pays de la Loire? Oui, exactement, merci pour la retraduction. Vous êtes dans quelle région? Alors moi, je suis en Île-de-France. Donc voilà, je ne sais pas du tout, je ne connaissais pas savoir s'il en existait ou pas. Et puis savoir du coup si on doit faire appel justement au lab de sa région, ou s'il n'en existe pas, pouvoir faire appel à ce moment-là à un autre lab qui est hors région, quoi. Vous avez la chance en Île-de-France, vous avez la Fabrique RH qui est quand même spécialiste en plus des questions RH. Donc je pense que pour le coup, en lien avec Leïla, une mise en relation peut être intéressante. Oui. D'accord. Marine Beck fait partie ou faisait partie, ou je ne sais pas, Laurent, comment on peut, de la Fabrique RH. Elle en fait toujours partie, son cœur voilà. est là. Son cœur est là, et le nôtre aussi. Et en plus, Fabrique RH, ça veut dire station F quand même. Donc voilà, donc la Fabrique RH en Île-de-France accompagne les projets FIR, et elle le fait depuis 5 ans. Donc, elle a une véritable expertise pour accompagner les projets et aider les candidats. Donc, vraiment, cet accompagnement, la DGAFP, il est collectif, c'est DGAFP, PFRH, laboratoire. C'est un triptyque. Hein. Vous avez vraiment des ressources à votre disposition. Alors, évidemment, il faut être lauréat. Si vous n'êtes pas lauréat au FIR, vous n'avez pas d'accompagnement. Je précise quand même, parce que on peut quand même vous donner ou vous mettre en relation, mais on ne vous accompagnera pas si votre projet n'est pas retenu. Voilà. D'accord. Oui, après, nous, on est là aussi. Là, je parle beaucoup pour les Pays de la Loire, mais si vous êtes lauréat aussi, ne serait-ce que d'avoir des conseils, même des mises en relation avec des prestataires avec lesquels on travaille bien. Voilà, il y a aussi ça. Il y a 2 questions, je crois. Oui, il y a une question sur est-ce que cela fonctionne aussi dans le cadre d'une démarche QVT? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'était de savoir si on pouvait revenir sur la diapo précédente pour savoir s'il existait un lab en Corse. Je crois que la Corse, c'est pas ça. Un lab en Corse, je vais demander en fait s'il n'y a pas une structure dédiée. Il faut que je demande en fait, parce que là, il y a des labs qui vont émerger, et puis il y a des structures qui font office de lab, mais pas encore complètement officiellement. Donc, j'ai des contacts en Corse, et je répondrai de façon plus précise à cette question. Voilà. Voilà. Après, vous pouvez aussi poser des questions par mail a posteriori si jamais vous avez
nouvelles questions. Je vais me renseigner. C'est une Il très y bonne aurait question un d'ailleurs. Fab Lab à Ajaccio, a priori. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai mis que le la métro. Indique la question Sophie. sur la qualité de vie au travail, de toute façon, je pense que... Alors, je ne sais pas si la question c'était sur les labs, mais nous, vu qu'on travaille avec la PFRH et qui travaille sur la qualité de vie au travail notamment, oui, l'appui peut fonctionner. Mais encore une fois, voilà, comme disait Léla, si vous êtes lauréat, c'est clair qu'il y a moyen de trouver comment fonctionner. Quoi. Oui. Non, là-dessus, il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, Fab Lab à Ajaccio, très certainement. Du coup, la prochaine fois, ils vont intervenir à Ajaccio. Parce que ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, vous aviez levé la main. Alors oui, en effet, non, c'était simplement pour signaler, moi je suis de la collectivité de Corse et on a un labo d'innovation publique au sein même de la structure. Voilà, tout simplement. Parfait. Eh ben, je pense que vous allez intervenir sur un prochain webinaire. Vous n'aurez pas le choix. Vous êtes la prochaine victime. Non, mais c'est pour donner de la visibilité aussi, parce que en fait, les agents publics ne connaissent pas toutes les structures qui sont mises en place. Voilà. Ah bah même nous, nous, au Pays de la Loire, je ne peux pas faire un sondage aux milliers d'agents, mais le nombre d'agents qui connaissent Étaline, bon, c'est mieux qu'il y a 2 ans, mais ce n'est pas encore ça. Quoi. Et puis d'ailleurs, entre guillemets, pour l'instant, ce n'est pas tant mieux pour nous, mais après, on voit déjà aujourd'hui, on est victime de notre succès, et tant mieux, mais voilà, après, il y a une question de financement et d'organisation à mettre en place. D'autres questions? Je ne sais pas. Hop, on va regarder dans la discussion. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des gens des Pays de la Loire? A priori, non. Peut-être que j'aurais eu plus de questions sinon. Mais, alors, on aura des lauréats de la région Pays de la Loire, je pense. De toute façon, ça va passer par la PFRH. Tout à fait. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer tout ce qui existe, que ce soit en termes de documents. On peut aussi vous mettre en contact avec un ancien porteur de projet, un peu dans le cas d'un mentorat qui ne dit pas son nom, etc. Mais les anciens lauréats sont très contents d'accompagner les nouveaux. Donc, on avait fait ça aussi à une certaine... On va peut-être refaire un webinaire avec les lauréats, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'il y a aussi de l'entraide et puis il y a du partage d'expérience. Alors, ça se fait sur le site de la bibliothèque, mais c'est un peu froid, c'est un site Internet. Et les gens aiment bien échanger entre eux. Donc, ça aussi, on peut vous proposer ce type d'accompagnement. En fait, c'est vraiment de toutes sortes, quoi. Enfin, ça dépend de vos demandes. Mais n'hésitez pas à demander des ressources parce que vous allez être un peu seul sur votre projet. Voilà. Donc, en dehors de votre structure, il existe des gens généreux, comme Anne-Laure Guillerme, qui sont prêts à vous accompagner. À la DGFP, dans les PFRH, partout en France, il existe des agents publics prêts à vous accompagner. Mais encore faut-il être sélectionné. Donc, comme le taux de sélectivité, c'est près de 50%, c'est une chance sur 2. C'est jouable. Il y a une fourchette de budget, oui, c'est ça, maximale. Ah oui, mais ça, il fallait assister au premier atelier. Donc, ça, je ne dis rien, mais bon. Donc, en fait, la moyenne des demandes de financement, c'est 29 000 €. D'accord. Donc, c'est 1 million par an. Hein. Donc, du coup, voilà. Après, on peut faire du cofinancement. Bon, on peut quand même faire des choses avec 30 000 € quand même. Surtout qu'on le donne en amont. C'est avant démarrage du projet. Donc, on est très fort. On est quand même dans la confiance absolue. Oui. Voilà. Et on ne reprend pas le budget. Voilà. Donc, oui, bah. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres questions. Donc, après, on va continuer avec Laurent, du coup, parce que ça n'est pas fini. Mais je voudrais juste intervenir. Béatrice. Voilà. Bonjour, Béatrice. Oui, bonjour. Je me suis réveillée de très bonne heure pour assister à la masterclass. Voilà. Mais on adore les Outre-mer, on adore la Martinique. Voilà.
Voilà. Donc, c'est vrai que nous avons un ou deux en Martinique, un ou deux projets en gestation pour le FIR. Donc, on fera de notre mieux. C'est vrai que la PFRH fait aussi office de lab, de Fab Lab, voilà. Oui. Et mais peut-être pas avec suffisamment de ressources. Donc, j'ai été très contente d'entendre les ressources de la PFRA, de la DGFP sur lesquelles nous pouvons compter. Et je fais un clin d'œil à Laurent aussi, puisque que j'ai rencontré ailleurs. Et voilà. Donc, voilà, ce sont de bonnes ressources et je n'hésiterai pas, en tout cas, à faire appel à vous en cas de besoin. Voilà. Eh bien, s'il faut se déplacer en Martinique, voilà. On est peut-être prêt à le faire, je ne sais pas. Peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Mais voilà. De toute façon, on peut collaborer à distance, on peut s'échanger et on peut faire un atelier à distance. Hein. Maintenant, on est habitué. On peut faire des webinaires, on peut… Voilà. Et on peut… Et simplement, ça se programme. Mais nous, on peut aussi intervenir et vous aider voilà, dans l'accompagnement des projets FIR parce qu'effectivement… en collectif, en général, voilà, on avance plus vite. Oui, c'est vrai parce que j'accompagne parfois les administrations, même en amont du projet, en amont de la commission. Donc, voilà, on a tout ce travail, mais qui est intéressant parce que ce sont de très belles collaborations. Ouais. Ouais. Donc, merci Béatrice d'accompagner les candidats et d'accompagner les projets. Merci, parce que je sais que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Donc, voilà. Donc, on continue, en fait, sur ces belles paroles, parce qu'en fait, il est quand même 15h32. Et donc, je laisse la parole à Laurent, qui va nous parler des prestataires. Donc, on continue. Donc là, hop. Et merci en tous les cas à Anne, Laure Guillerme, pour son intervention. Pas de Je problème. suis désolée, parce qu'on veut du format court. Du coup, on est obligé d'avancer très, très vite. Ah non, mais j'espère surtout que je n'ai pas été trop longue. Et puis, merci en tout cas de m'avoir invitée. Donc, voilà. Donc, Laurent qui découvre peut-être des choses. Et donc, je te laisse la parole. Tout est dans l'improvisation. Merci. Laurent Briouat, voilà. Voilà, oui, donc Laurent Briouat, conseiller organisation du travail et conduite du changement RH au service modernisation de l'État de la préfecture de région Île-de-France. Oui, je voulais vous parler effectivement d'un partenaire un peu particulier qui est le prestataire, qui est la raison pour laquelle vous sollicitez la DGFP et le FIRH, c'est parce que vous souhaitez effectivement faire financer un prestataire. Donc, c'est un personnage important et puis à côté duquel on ne peut pas passer. Par contre, ce que je trouve intéressant, parce que ce qui a beaucoup émergé depuis ce matin, c'est que souvent on va lancer son projet et on va lancer son projet en fait en se disant bah voilà, je veux un prestataire qui fasse ça. Et en fait, peut-être qu'on pourra avoir un prestataire qui fasse autre chose en connaissant et en sollicitant la DGFP pour savoir effectivement les ressources qui pourraient être mobilisées. Parce que des fois, ça peut être intéressant. On arrive en milieu de projet, on se dit, mince, si j'avais eu un petit peu de rab, ça aurait été intéressant. De pouvoir faire autre chose. Et du coup, voilà, enfin, ce qui émerge quand même de ce qu'a dit Leïla ce matin, c'est qu'on peut aussi participer, enfin avoir d'autres partenaires avec lesquels participer. Sur cette petite introduction, la question du prestataire, en fait, elle est intéressante parce qu'en fait, elle vient interroger surtout la posture du ou de la chef de projet. La slide suivante, s'il te plaît. Merci. En fait, la relation prestataire-chef de projet, je pense qu'on pourrait l'analyser au travers de cette relation. C'est-à-dire que le prestataire, il a une offre de service qui est dans un tunnel donné, et au sein de cette offre de service, il a une offre de confort, une zone de confort qui est sa propre zone de confort. Et dans son offre de service, il dépasse souvent sa zone de confort, mais elle existe. Et en fait, le chef de projet, quand il vient interroger le prestataire, en fait, la demande, elle peut être soit parfaitement cadrée avec l'offre de service du prestataire, elle peut être soit complètement en dehors de l'offre de service du prestataire, elle peut être dans l'offre de service, mais une toute petite partie de l'offre de service du prestataire,
Ou ce qui est beaucoup plus fréquent, en fait, elle est à mi-chemin entre ce que propose le prestataire et puis ce que propose pas. Et du coup, ce qui se joue là, c'est en fait les enjeux pour le prestataire dans cette relation prestataire-chef de projet. C'est que le prestataire, lui, en fait, son objectif, c'est de faire venir le ou la chef de projet dans l'offre de service, voire dans son offre, dans sa zone de confort. Et puis, si jamais la demande est très restreinte à son offre, c'est éventuellement de l'élargir. Donc ça, c'est les enjeux du prestataire dans cette relation. Et puis, les enjeux du chef de projet, c'est de tester les limites du prestataire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut me proposer et comment je vais pouvoir le solliciter. Et puis, bien sûr, vérifier dans quelle mesure l'offre de service répond à sa demande, c'est-à-dire qu'est-ce qui est exploitable. La slide suivante, s'il te plaît. Ce qui veut dire qu'en fait, entre le prestataire et le chef de projet, on va rentrer en fait en négociation. Et dans cette négociation, en fait, la question, puisque ce qui m'intéresse réellement, c'est la posture du chef de projet qui va choisir effectivement son prestataire et qui est celui aussi qui a construit le projet et qui l'a bien bâti, comme nous l'a présenté Patrice Vianès ce matin. Du coup, en fait, alors bien sûr, il y a plusieurs questions qui sont centrales, mais pour moi, il me semble qu'il y a quand même deux questions qui sont centrales pour le chef de projet. La première, c'est est-ce que j'ai bien compris dans le détail l'offre et les ressources du prestataire? Parce que souvent, on nous présente quelque chose, ça nous semble sympa, mais est-ce qu'on a été challengé ça? Est-ce qu'on a été regarder exactement ce que ça voulait dire derrière la présentation commerciale? Et l'autre question qui me semble centrale dans cette relation, c'est comment ces ressources s'intègrent dans mon projet. C'est-à-dire que est-ce que je suis suffisamment au clair avec mon projet pour savoir effectivement cette ressource, comment je vais l'utiliser, à quel moment je vais l'utiliser. Et du coup, c'est les points de vigilance que je vous ai mis en dessous. Alors, il y en a plusieurs autres, bien sûr, mais moi, en tant que chef de projet, est-ce que je suis au clair avec les ressources internes qui sont disponibles et les partenaires? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose que je vais demander à un prestataire, et puis, en fait, comment ça s'appelle, j'aurais pu faire appel à soit une ressource interne, soit un partenaire relié à la DGAFP, et du coup, j'aurais pu recentrer effectivement la demande du prestataire sur quelque chose sur lequel j'aurais des besoins. Et des fois, les projets ne vont pas suffisamment loin parce que justement, on est bloqué, parce qu'on a mal défini effectivement le besoin auprès du prestataire. Le deuxième point d'alerte, c'est est-ce que mon besoin et quel est mon besoin et quelle est la nature de l'accompagnement qui est nécessaire dans ce portage de projet. Et le troisième point, je pense, qui est aussi assez important, c'est en fait quelles sont les marges de manœuvre et d'adaptation du projet. Le projet, c'est une construction qui vit, c'est une construction qui s'adapte. Et le prestataire là-dedans, avec les capacités, c'est ce qui va être en capacité de vous proposer, en fait, va peut-être faire aussi évoluer le projet. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, mais là, le prestataire, il fonctionne comme ça. Moi, si j'y avais pas pensé, mais ça peut m'apporter quelque chose. Alors, pour aller chercher effectivement des prestataires, typiquement, c'est le bouche à oreille. On peut faire, j'ai fait référence à la bibliothèque des initiatives RH, où vous avez des projets comparables et du coup, sur lesquels vous pouvez appeler le porteur du projet en disant, bah voilà, quel prestataire tu as utilisé, pourquoi tu as utilisé celui-là, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, bah voilà, ça a été dit tout à l'heure, l'appel à un ami, que sont la DGAFP ou les PFRH et les laboratoires d'innovation publique. La suivante, s'il te plaît, Leïla. Alors, sur la suivante, en fait, comme on est effectivement sur une question de posture, il me semble qu'en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de se référencer, de faire référence aux états du mois d'Éric Berne en analyse transactionnelle, qui définit en fait qu'il y a trois positions. Pour chaque personne, il y a une position parent, une position adulte et une position enfant. Et à ces positions, en fait, il y a des attitudes qui sont associées. Quand on est parent, on est plutôt dans le directif. Quand on est enfant, on est plutôt passif. Et quand on est dans l'état adulte, en fait, on est plutôt assertif. Pourquoi je fais ça? C'est parce que, en fait, en fonction de l'endroit où va se situer le chef de projet par rapport au prestataire, en fait, soit on va être l'idéal dans le modèle d'Éric Berne, c'est de parler d'adulte à adulte.
Et en fait, si on parle d'adulte à adulte, en fait, ça veut dire pour le chef de projet qu'il a une maîtrise des objectifs de la démarche et des ressources à mettre en œuvre. Là, je vous renverrai à l'atelier numéro 2 Parlons projet qui a été animé ce matin par Patrick Vianès. Il a aussi identifié clairement ses besoins d'accompagnement dans le cadre du projet. Et il a consolidé son projet, notamment par la participation des bénéficiaires qu'on a vu juste avant dans l'atelier numéro 3. Si le chef de projet, alors bien sûr c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ce n'est pas totalement faux et on peut l'observer, c'est-à-dire que s'il est dans une posture parent, c'est-à-dire qu'il va être directif, et ça va mener à quoi? On va être souvent dans une relation où le ou la chef du projet en fait va faire une partie du travail à la place du prestataire. On l'observe assez fréquemment. On râle d'ailleurs en disant ouais, mais pourquoi on le paye en fait celui-là? Et en fait, c'est peut-être pas pourquoi on le paye, c'est pourquoi nous on agit comme ça par rapport au prestataire, dans quelle posture nous-mêmes on est. Et lorsqu'on est dans une posture passive, en fait, et ça se trouve aussi très fréquemment malheureusement, en fait, c'est que le ou la chef de projet laisse en fait faire le prestataire. C'est-à-dire que, grosso modo, le chef de projet, il estime que le prestataire, grosso modo, c'est lui qui va faire le projet. Et ça s'observe beaucoup plus fréquemment, enfin, pour avoir accompagné quelques projets FIRH, ça s'observe beaucoup plus fréquemment. Donc, il y a vraiment effectivement cette nécessité d'interroger sa posture, d'être idéalement dans cette posture adulte, pour reprendre les termes d'Éric Berne. Et dans cette posture adulte, c'est effectivement la question de la maîtrise des objectifs, l'identification des besoins d'accompagnement et la consolidation du projet qui facilite ça. Et je crois que c'était la dernière slide. Ah non, voilà. Pardon, la dernière, c'était celle-là. La dernière, c'était en fait, effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'à un moment donné, le prestataire devienne un partenaire. Ce que je dis ça, c'est-à-dire que, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure qu'un prestataire, en fonction de ce qu'il va vous apporter, peut vous faire repenser à la manière de déployer votre projet, ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes entré avec lui dans une relation de confiance et qu'en fait, l'expertise du prestataire va être utilisée pour enrichir le projet, soit avant de le réaliser, c'est-à-dire que vous allez proposer un dossier au FIRH en connaissant votre prestataire, en sachant ce qu'il peut vous apporter, et du coup, vous intégrerez d'autant mieux la sollicitation que vous faites au fond, parce que vous savez pourquoi vous demandez ce financement et comment ça s'intègre dans votre projet. Et puis, il peut aussi participer à faire évoluer votre projet. Voilà pour l'échange et les réflexions que je voulais partager avec vous. Donc, dans la discussion, hop là, et ben voilà. Il y a des affirmations. Donc, si quelqu'un a des questions à poser sur les prestataires, ce qu'on vous demande dans le cadre de votre candidature, c'est de fournir un devis. En fait, c'est le prestataire qui va bénéficier du financement. C'est lui qui va produire des factures que nous allons payer. Voilà. Donc, le choix des prestataires, c'est en fonction de votre besoin. Nous, on ne peut pas faire la promotion d'un point de vue déontologique des prestataires. C'est pour ça que les noms n'apparaissent pas sur la bibliothèque des initiatives. On peut vous recommander une liste, éventuellement en fonction de votre région, en fonction de votre besoin, mais on a interdiction effectivement de privilégier un prestataire sur un autre, hein, parce que ça, c'est formellement interdit. Bon, voilà. Après, il faut les mettre en concurrence pour avoir au moins 2 ou 3 devis, parce que souvent, la problématique dans les candidatures, c'est que les gens n'ont aucune idée de combien ça coûte en fait. Donc, le prestataire a tendance à surfacturer par principe, il teste, il faut négocier aussi, et il faut aller chercher d'autres devis pour comparer. Ce que font assez peu finalement les candidats, parce que c'est un peu nouveau pour eux, je pense. Voilà. S'il y a des questions sur les prestataires. Tout le monde est endormi.
Oui, excusez-moi. C'est Pascal Berton. Je me permets de rebondir parce que, en fait, pour vous expliquer, moi, je vais être obligée de respecter le marché public Bah oui. voilà, d'achat. Et c'est vrai que c'est la question que je me posais par rapport à ce matin, par rapport au fait qu'on devait absolument joindre un devis, etc., avant le 14 janvier. Sauf que le temps de faire ce marché, cet appel d'offres, je ne suis pas sûre d'avoir les éléments, moi, à fournir avant le 14, enfin pour le 14 janvier. Et ça, c'est ma difficulté aujourd'hui, donc je ne sais pas comment faire. Alors, l'astuce, c'est de fournir un devis. Vous n'êtes pas lié par le devis que vous mettez dans votre dossier. Vous pouvez changer de prestataire, mais mettez un devis. Vous téléphonez à un prestataire, vous mettez un devis. Le devis ne vous engage pas juridiquement, c'est juste une estimation de la prestation. Et entre-temps, vous pouvez changer de prestataire. Si vous n'avez pas fourni un devis, votre dossier est rejeté. Vous fournissez un devis, vous appelez un prestataire, vous décrochez votre téléphone. En général, ils vous le font très vite. Vous dites, j'ai besoin d'une prestation pour tel et tel projet. Ils vont vous faire une estimation. Entre-temps, vous avez le droit de changer de prestataire. Donc ça, on ne l'a pas écrit. Je ne l'ai pas écrit dans le bilan du FIR et je ne l'écris pas parce que c'est difficile à écrire. Vous voyez, on peut dire des choses verbalement. Voilà. Mais en fait, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas lié par le prestataire, par le devis que vous nous avez fourni. Parce qu'entre-temps, vous avez pu en trouver un qui était peut-être moins cher ou qui proposait d'autres prestations. Donc là-dessus, on est très libre. Simplement, ce qu'on a demandé dans le… Oui. Du coup, si jamais, par exemple, le devis qu'on avait mis initialement prévoyait un certain prix et que finalement, suite à l'appel d'offres, ce sera finalement un prix plus élevé, même si nous, on fait un cofinancement, est-ce que ça remet en question notre dossier ou pas? Si c'est à la baisse, je suppose que non, ça c'est sûr. Mais si c'est à la hausse, est-ce que ça remet en question le dossier? Alors, en fait, quand on a le devis qui va être expertisé par différents instructeurs, déjà, on va regarder ce qu'il y a dans le devis parce qu'on s'est aperçu, alors nous, on a une grande expérience des prestataires, on est vraiment en contact régulier avec eux sur différentes prestations. On voit qu'il y a des devis qui sont un petit peu baroques, on va dire, pour faire court. Donc, on ne va pas forcément financer toute la prestation. Vous pouvez avoir un financement partiel. Si vous demandez 10 000, on peut vous donner 8 000, par exemple. Nous, ça va être en fonction du devis qu'on va un petit peu scaler. Il y a des prestataires qui sont beaucoup trop chers parce que maintenant, on arrive quand même à les comparer. Donc, on va essayer de négocier. Donc, si on vous donne admettons, on va se projeter, vous êtes lauréat pour 20 000 €. Votre projet est accepté pour 20 000 €. On ne va pas vous donner plus si vous trouvez un prestataire plus cher. Par contre, si vous le cofinancez à côté, ça ne pose aucun problème. Vos 20 000 €, vous les avez une fois que vous êtes lauréat, à vous de tout faire rentrer dans l'enveloppe, en fait. Donc, l'idée, c'est parfois d'enlever une prestation. C'est pour ça que le devis doit être détaillé en se disant, est-ce que cette prestation ne pourrait pas l'internaliser? Ce qu'on a fait avec la gendarmerie, qui du coup n'avaient pas eu un financement en fonction de leurs attentes, on va dire. Et du coup, on est parti faire l'atelier à la place du prestataire. Vous voyez, tout se négocie, en fait. Ça dépend de… Mais si on vous donne 10 000, on n'ira pas au-delà. D'accord. Parce que nous, on a un budget global, en fait. Les 1 million sont dépensés une fois qu'on est sorti du comité de sélection. On a dispatché, décliné, distribué les 1 million. Et après, je n'ai pas plus, en fait. Donc, moi, j'ai une enveloppe globale sur l'ensemble du territoire avec tous les projets. Nous, on a vraiment la vision macro. Donc, si je vous donne plus que prévu, du coup, il faut que j'enlève sur un autre candidat ou un autre lauréat. Vous voyez? Très bien, merci beaucoup. Si. Après, s'il y a un problème de devis ou si finalement… Alors, le projet en cours de réalisation, on se rend compte qu'il coûte plus cher. Parce que ça, c'est le propre du projet, c'est une estimation. Et après, nous, on essaye de renégocier. Moi, j'ai déjà renégocié des prestations avec les prestataires. Je les ai appelés, on a négocié. Leur intérêt, parfois, c'est un petit peu de baisser. De toute façon, c'est un devis. Effectivement, on l'a signé, mais ça se renégocie. Donc, tout est négociable, en fait. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de différentiels. Enfin, voilà. Il y a des choses qu'on peut internaliser, il y a des choses qu'on peut renégocier en termes de tarifs. Et les prestataires surfacturent en général. Je vous le dis, facturer, journée homme, etc. Alors, on n'a pas l'habitude de négocier dans l'administration avec les prestataires. Moi, je négocie toujours. J'ai le devis, je le négocie par principe. En général, ils baissent le devis. Soit vous faites au forfait, soit… Il y a différentes façons de négocier.
Donc, nous, on peut vous aider, si vous voulez, avec les prestataires. Le tout, c'est de savoir que vous n'êtes pas lié avec le devis, mais que cette pièce est indispensable. Donc, comme on est gentil, ceux qui ont candidaté, qui n'ont pas fourni de devis, on les rappelle. Mais on leur donne 5 jours pour fournir le devis, à partir du 14 janvier, pour voir s'ils sont de bonne foi ou de mauvaise foi. Il y en a qui n'ont pas du tout fait la démarche. Donc, de toute façon, on ne peut pas vous donner un financement sans avoir une pièce un petit peu justificative. Vous voyez, c'est compliqué. Il y a le ministère de l'Intérieur, etc. Il y a différents ministères. Ils vont se demander pourquoi c'est 15 000, sur quelle estimation vous vous êtes basé, sur quelle… Et on s'est rendu compte la première année, on l'a mis en place, donc c'était expérimental, que les gens nous demandaient 40 000, 10 000, enfin ça partait dans tous les sens parce qu'ils n'avaient aucune idée du financement, enfin de combien ça allait coûter. Alors là, voilà, on était tous novices. Et petit à petit, on a essayé de formaliser, notamment au travers du devis, qui reste la pièce indispensable. Pas de devis, on vous rappelle, si au bout de 5 jours, vous n'avez pas fourni un devis, après le devis, il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus, puisqu'on a des devis qui ne correspondent pas au dossier. Je le dis, chaque année, on a un devis qui n'a absolument aucun lien avec le dossier de candidature. Bon, tout est possible au FIR, en fait. Donc voilà. Mais le prestataire, vous vous engagez. C'est juste une estimation, en fait. Donc, entre-temps, vous avez le temps de changer. Après, les marchés publics, c'est une procédure assez longue. En plus, il faut comparer les candidats, etc. Il y a tout un process qui est quand même assez lourd. Donc, attention, vous démarrez votre projet en février. Il faut vraiment l'avoir en tête. Parce que le temps de trouver le prestataire, de la publication du marché, la sélection des candidats, c'est une procédure qui est très, très longue. Aujourd'hui, le code des marchés a été revu et il y a une simplification. Donc, en général, on est dans des enveloppes qui sont en dessous de l'obligation de publication. Si vous demandez 10 000, 15 000, vous n'avez pas besoin de faire un marché public publié. Non, je fais tout le monde. Leïla, je n'étais pas à la visio de la première ce matin, mais la commission aura lieu quand? Ah ben ça, c'est pas bien, Béatrice. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Leïla? Elle va distribuer le PPT de ce matin, voilà, à ceux qui vont me le demander, parce que je n'ai pas forcément toutes les adresses mail. Donc, Béatrice, le PPT, il va partir d'ici 1 heure et j'ai tout expliqué dans des slides. Et après, il y aura un replay. Merci. Et le temps d'avoir la vidéo et le replay, ça va être un peu long techniquement. Donc, j'envoie le PPT à ceux qui le demandent et qui n'ont pas assisté à l'atelier de ce matin. J'ai essayé de détailler au maximum. Il faut le lire et après reposer des questions. Et du coup, je vais y répondre. Voilà. Donc, je t'envoie le PPT, Béatrice. C'est pour ça qu'on a fait par atelier, parce qu'on sait que tout le monde ne peut pas se connecter et tout le monde n'est pas disponible sur une journée. Voilà. Donc, il part bientôt, le PPT. Voilà. Et ceux qui me le demandent sur Innovation RH vont l'avoir. On a déjà eu quelques demandes depuis ce matin. On vous l'envoie en PDF, format universel, parce qu'il est un peu lourd. Voilà. Donc, le comité de sélection se réunit. Donc, 14 janvier, clôture des candidatures. On ferme la plateforme. On va être très ferme parce que c'est un problème d'équité. Enfin, ça a posé. Et on se réunit normalement fin janvier, début février. Donc, on est plusieurs à instruire les dossiers. On mobilise les bureaux de la DGFP, notre bureau, le ministère de l'Intérieur, la DTP. On est très, très nombreux à instruire les dossiers. Je le rappelle, c'est vraiment collectif. Et donc, après, on se réunit sur une journée complète pour délibérer sur toutes les candidatures. Et donc, vous avez les résultats dès qu'on sort du comité de sélection. C'est publié sur Internet pour aller plus vite. Et après, vous recevez une notification individuelle plus officielle qui nous engage. Voilà. Non. Laurent, je te laisse la parole. Non, tu as plein d'adresses mail qui arrivent dans le chat. Ah bon? Oui. En fait, on va envoyer en collectif sinon. Non, oui, après, toutes les personnes qui se sont inscrites via la plateforme Eventbrite, on a les adresses mail et du coup, voilà. on vous adressera à l'ensemble des personnes, effectivement, les éléments. Effectivement, pour les replays, je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Voilà, le temps de faire les… Oui, alors, soyons optimistes. Voilà, je m'engage sur aucune date. Tous les PPT, c'est possible.
Pardon, dès que Non, je possible. répondais, tous les PPT, c'est possible effectivement de les Oui. envoyer. Oui, on vous envoie ça en PDF parce qu'ils sont très, très lourds. Je ne sais plus combien de mégaoctets. Enfin bon, on vous envoie tout ça via Innovation RH ou on va récupérer vos adresses mail. Donc, tous ceux qui ont assisté auront le droit à un PPT ou à un PDF. Voilà. Oui, Laurent, tu as vu. Oui, non, excuse-moi, désolé. Non, s'il n'y a plus de questions, il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde de votre participation. Ouais. J'espère surtout que ces 4 ateliers vous ont apporté effectivement un peu plus d'éléments de réflexion au moins, et des éléments aussi très concrets et très opérationnels pour pouvoir enrichir votre projet et du coup enrichir votre dossier que vous déposerez au FIRH. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Leïla, je te laisse conclure en tant que représentante de la DGAFP. Donc, la DGAFP remercie tous les participants. On est très content d'avoir fait ce webinaire qui est un petit peu comme ça, mais bon, voilà. On est content qu'il y ait une forte participation et un intérêt quand même pour le Fonds d'innovation RH. L'idée, c'est vraiment de porter un projet, d'innover, d'être créatif. Et nous, on vous accompagne, on est à votre disposition. Laurent, préfecture Île-de-France, Marine Beck, Fabrique RH, etc. Et on répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous solliciter. On peut toujours échanger. On peut vous mettre en relation avec d'autres agents qui portent aussi des projets RH. Voilà. Donc, merci à vous, en tous les cas. Et puis, je ne sais pas trop conclure. Moi, je te laisse, Laurent, conclure. Parité. Allez. Bonne fin d'après-midi à tous et puis au plaisir de voir vos dossiers lorsqu'ils arriveront et puis de vous apporter un appui s'il y a besoin, bien sûr. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Bon courage. Au revoir, Béatrice. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.